Bonjour à tous, alors je suis super content de vous retrouver aujourd'hui en super compagnie. Je suis avec Sarah Juaz, naturopathe, sophrologue et blogueuse du blog Pimp My Green. Bonjour Sarah. Bonjour Thibaut. Et auteur également, on verra plus tard. Ouais. Et également on est en compagnie de Damien Artero, réalisateur de documentaires et de films d'aventure. Bonjour Damien. Bonjour Thibaut. Je vous ai rassemblés aujourd'hui, c'est pour parler du système immunitaire. Ça me tient beaucoup à cœur parce que je pense qu'aujourd'hui dans notre société, on a beaucoup tendance à chercher des solutions à l'extérieur de nous. Un peu dans tous les domaines de la société, mais particulièrement dans le domaine de la santé. Et donc aujourd'hui, je voulais qu'on s'intéresse un petit peu à notre système de santé interne, personnel, afin de retrouver peut-être un peu plus d'autonomie dans ce domaine. Sarah, première question, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du système immunitaire? Alors le système immunitaire, c'est un système très performant et qui est composé de plein d'organes et plein de substances et qui nous permet de faire la différence entre les cellules du soi, donc nos cellules à nous, qui sont saines et qui nous aident à être justement en bonne santé au quotidien, et les cellules du non-soi, donc tout ce qui vient de l'extérieur et qui peut être assimilé à des bactéries ou autres micro-organismes, des virus ou même des toxines et qui peuvent générer chez nous des maladies. Et dans ce système immunitaire, on retrouve plusieurs organes. Donc on a tout simplement, par exemple, je te parlais tout à l'heure de la salive. La salive, on ne pense pas forcément que ça fait partie de notre système immunitaire, donc notre système de défense, mais on a dans notre salive des défensines qui nous aident déjà à nous défendre. La peau, par exemple, elle a un pH qui est acide et donc qui nous permet déjà de faire une barrière. Et puis ce système immunitaire, il est composé de deux types d'immunité. Donc l'immunité innée, c'est celle qu'on a quand on naît, donc c'est celle qu'on hérite de nos parents, qui est immédiate à la naissance. C'est pour ça que c'est important de penser à sa santé quand on veut concevoir. Et de se dire, oui, qu'est-ce que je vais transmettre à mon enfant au travers de mon immunité. Et il y a le système immunitaire qu'on dit acquis, et qui grandit au fur et à mesure des années avec toutes les rencontres que l'on fait, des micro-organismes, des toxines, etc. Grâce à des cellules qu'on appelle des cellules mémoire, qui gardent en mémoire ces rencontres et qui permettent de réagir beaucoup plus vite lorsqu'elles les rencontrent à nouveau. Et donc ce système immunitaire, il faut aussi l'entretenir. Comme tu disais, de retrouver de l'autonomie. Nous, en naturopathie, ça me parle bien, puisqu'on dit toujours qu'il faut être acteur de sa santé. Se dire que la solution, la guérison, si un jour on en a besoin, vient de nous, vient de l'intérieur. Donc c'est important que chacun puisse se dire « je suis acteur et je renforce mon système immunitaire ». Dans notre organisme, on a des globules blancs, et ces globules blancs, c'est les petits soldats du système immunitaire. Et dans ces globules blancs, donc il y a plein de cellules diverses et variées, et on a notamment les lymphocytes. On a les lymphocytes B, les lymphocytes T notamment, et en fonction de leur spécificité, ils vont être acteurs face à soit des cellules, par exemple des cellules cancéreuses, des cellules qui ont muté, donc ces mauvaises cellules, et d'autres vont être acteurs au contraire face aux bactéries ou aux toxines extérieures. Béchamp disait « le microbe n'est rien, le terrain est tout ». Donc ça rejoint ce qu'on disait, le principe d'autonomie et d'être acteur de sa propre santé. On est responsable de la qualité de son système immunitaire. Exactement. Alors avant de voir comment le booster, comment l'améliorer, on va peut-être voir déjà ce qui le perturbe en fait, ou ce qui l'amoindrit. Tous les mauvais choix d'hygiène de vie ou de mode de vie peuvent influer sur le système immunitaire. Une mauvaise alimentation qui est acidifiante pour l'organisme, qui est pleine de produits dénaturés, transformés et avec peu de produits vivants et vitalisants. Ça peut être un mauvais sommeil, donc les gens qui se couchent à 1h du matin par exemple, la première phase de la nuit où il faut plutôt se coucher vers 22h on va dire, avec les premières heures avant minuit, c'est là que c'est très important pour la recharge nerveuse et glandulaire. Donc là, ça va être des heures très importantes. Pareil, s'exposer à la lumière du jour pour entretenir les rythmes circadiens à l'intérieur du corps, pour que les hormones qui sont liées à cette luminosité ambiante puissent fonctionner normalement. Ça peut être aussi le stress, l'anxiété, les pensées négatives, la peur, le manque d'oxygénation. Si on ne fait pas suffisamment de sport et si on est sédentaire,
ou à l'inverse, le surentraînement, parce que le surentraînement peut induire une sous-oxygénation, puisque toute l'oxygénation est au niveau des muscles et plus par exemple au niveau de l'intestin. Donc des personnes qui s'entraînent à haute dose, ils ont ce qu'on appelle une hypoxie au niveau des cellules intestinales et donc se crée une perméabilité intestinale où là des substances étrangères qui ne devraient pas passer au niveau de la barrière intestinale vont passer dans l'organisme. Et ces 4 piliers de base que moi j'aime dire être les 4 piliers d'une chaise pour qu'elle tienne droite. C'est l'alimentation, la gestion du stress et des émotions, l'activité physique qui doit être correcte, modérée, quotidienne, mais pas soit trop peu, soit trop importante. Et puis la respiration. Donc il y a plein de façons de perturber son système immunitaire. Quelles sont les façons de booster, même si tu as déjà un petit peu répondu à la question. Est-ce qu'il y a aussi d'autres pratiques qui s'ajoutent dont on n'a pas encore parlé pour le moment? Oui, renforcer son organisme, c'est aussi renforcer tous les autres organes et tous les autres systèmes du corps. Vous qui le savez, bon, il y a le côté sport, il y a le côté nature, il y a le côté renforcer le système avec des micro-stress. Mais des micro-stress très brefs, avec une phase de repos par derrière. Donc ça peut être par exemple l'exposition au chaud, l'exposition au froid, avec les bains froids dont vous allez nous parler. Les méthodes de respiration, le yoga, voilà, il y a plein de moyens de renforcer son organisme. Le sport par exemple avec des haltères, ça va donner, ça va être un stress pour le muscle de faire un peu de sport avec des haltères. De faire certains types de respiration, ça va être un petit stress. De faire une exposition au soleil, ça va être un petit stress aussi pour les cellules de la peau. Donc il y a plein de façons de renforcer son système immunitaire. Donc on pourrait presque voir le système immunitaire comme un muscle. Oui, tout à fait. Et le booster quotidiennement par des petites pratiques. Exactement, oui. Ben, merci beaucoup Sarah pour toutes ces informations très Avec complètes, très précises. Damien, toi ça fait des années que tu t'intéresses à la santé au naturel et à différentes pratiques de santé. Est-ce que tu veux aussi nous parler de toi, ta vision du système immunitaire peut-être dans un premier temps? Dans ma conception ou dans ma croyance, on va dire, mon premier contact avec le milieu extérieur, c'est l'appareil digestif. Et donc j'entretiens le plus possible ma santé intestinale parce que je considère que ça va être le premier levier de ma défense immunitaire. Et pour moi c'est critique de le faire parce que depuis enfant j'ai des allergies très fortes à certains pollens, à certaines graminées. Donc j'ai appris à gérer ça. Donc la santé intestinale c'est une alimentation végétale et à grande dominante crue, qui va comprendre des aliments spécifiques comme la lactofermentation par exemple, ou ça va être aussi ponctuellement dans l'année des cures de probiotiques. Donc c'est les bonnes bactéries qui permettent à notre appareil digestif de faire son travail. Et puis après des petits coups de pouce par-ci par-là, toujours dans ce registre alimentaire, je pense à l'extrait de pépins pamplemousse ou certains fruits qui ont des très hautes doses, ou certaines plantes vertes qui ont des très hautes doses en vitamine C. Alors en fruits, je pense à la grenade, et puis en plantes vertes, il y a le plantain par exemple. Et au-delà de cette pratique de santé intestinale, effectivement, je suis tombé dans les bains froids il y a quelques années. Et là, c'est complètement empirique, on va dire. C'est-à-dire que j'ai pas d'études à l'appui de mes dires, mais je me suis rendu compte, on va dire sur plusieurs années glissantes, que la pratique très régulière, je ne vais pas dire quotidienne parce que j'en suis pas là, mais très régulière de l'immersion prolongée en eau froide associée à des exercices de respiration me donne le sentiment de vraiment vitaliser, activer, énergiser l'ensemble de mon organisme. Alors après l'impact spécifique sur le système immunitaire, je ne suis pas capable de le décorréler, de le mesurer par rapport à l'ensemble, mais il y a vraiment une sensation d'activer, de porter à son maximum l'énergie vitale à l'intérieur. Et cette sensation est particulièrement présente juste à la sortie
du torrent, du lavoir, de la rivière, quand on sort d'une immersion en eau froide, de vraiment prendre le système, le métabolisme et le système immunitaire par la main et de l'emmener encore un peu plus loin. Est-ce que tu auras des petits conseils, parce que c'est vrai que c'est pas non plus si simple que ça d'aller se jeter dans une rivière à 10 degrés. Comment tu fais toi? Déjà, j'ai un niveau très modeste en la matière, mais ce qui a permis le développement de cette pratique, c'est le respect d'un rythme très progressif. Hein. C'est sûr que de prime abord, quand tu ne l'as jamais fait, si on t'immerge dans une flotte à 6 ou 8 degrés, tu paniques. Mais finalement, c'est là aussi tout le sel de l'expérience. C'est que en y allant petit à petit, c'est-à-dire on se baigne dans des eaux de plus en plus froides, de façon de plus en plus prononcée, avec des temps d'immersion de plus en plus longs, en respectant cette progression, on arrive à chaque bain en fait à franchir cette barrière psychologique qui est de l'ordre de la panique, parce que notre corps il est programmé pour paniquer si on est immergé dans de l'eau froide, puisque l'hypothermie mène à la paralysie, à la mort. Et à chaque immersion, on a cette micro-barrière psychologique qui est franchie. Et en fait, on arrive assez vite, j'ai trouvé, dans le déroulé de la pratique, à neutraliser cette appréhension, cette peur du froid, et à convertir le sentiment que nous véhicule l'idée de plonger dans l'eau froide en une appétence, en une envie. Et pour moi, ce qui a joué beaucoup, c'est de me concentrer sur la sensation de l'après-bain froid. Ouais, pareil. Tu vois, tu l'as vécu aussi, toi. Ouais. Dans les premiers temps, il y avait encore cette espèce de résistance psychologique, cette petite voix qui me disait « Non mais tu vas pas te balancer dans cette rivière là ». Et je me concentrais vraiment sur la sensation d'après, cette espèce de vitalité qui monte à l'intérieur, où tu as envie de courir, de hurler, de chanter. Et ça permet de franchir le cap. Un petit peu déposer le cerveau au moment de se jeter dans l'eau, en se souvenant que quand on en sortira, on sera bien, quoi. C'est un peu ça, ouais. Alors moi je vais juste ajouter une chose, hein, parce que c'est mon côté naturo. Hein. On dit toujours en naturo qu'il faut se jeter dans l'eau froide quand on a le corps chaud. Donc c'est aussi pour ça que des fois on recommande de faire un peu d'activité physique, des pompes ou des respirations qui génèrent un métabolisme, pour qu'on puisse rentrer dans l'eau froide avec un corps chaud. C'est important, parce que si le corps est froid et qu'on rentre dans le froid, c'est là que l'hypothermie va arriver. Oui. Je peux en témoigner parce que j'ai vécu les deux. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, je pratique les bains froids quasiment systématiquement pendant un trail en montagne. Et j'attends sur 1h30 de course, par exemple, je vais attendre 45 minutes, 50 minutes pour commencer à me tremper dans une rivière que je vais croiser sur mon chemin. Et je suis forcé de reconnaître qu'à froid comme ça, pris au dépourvu, j'ai pas forcément envie de me foutre dans un lavoir à 8 ou 10 degrés. Mais une fois que le corps est en marche, comme le dit Sarah, une fois que le corps a généré sa propre chaleur, là par contre il n'y a aucun problème. Et les rares fois où j'ai pas eu cette phase préparatoire, en fait, cette phase de montée en chaleur par l'exercice physique, j'ai utilisé les respirations. Les respirations, moi j'appelle ça les respirations forcées, mais c'est ce qu'on retrouve dans la méthode Wim Hof, que tu connais aussi Thibaut, qui par la suroxygénation font monter la chaleur corporelle. Et quand on utilise l'une ou l'autre des approches, effectivement la sensation est complètement différente de l'hypothermie. Et je disais que je pouvais en témoigner parce que ça m'est arrivé pendant mes tournages de films, d'être plongé dans l'eau froide alors que j'en avais pas du tout envie et que c'était un peu la contrainte. Et quand le corps se met en hypothermie, là on contrôle plus rien du tout. On tremble de partout, on a du mal à aligner 3 pensées cohérentes et c'est vachement dur de se ressaisir. Alors que quand on plonge dans l'eau froide avec cette démarche, tu vois, qu'on embrasse pleinement, voilà. On le veut, on sait que ça va nous faire du bien et on sait comment l'aborder, on connaît notre rituel, notre petite progression ou nos exercices de respiration, là la sensation est complètement différente. Et quand tu es dans l'eau, corrige-moi si je me trompe parce que tu le pratiques aussi, quand tu es dans l'eau et que tu sens la montée de la panique, on va dire corporelle, et qu'en même temps tes idées sont claires et que tu es bien et que tu es calme et que hop, la panique disparaît, c'est une sacrée victoire en fait. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et ça rejoint ce que tu disais au début, c'est de l'autoresponsabilisation, c'est prendre confiance en soi-même, en nos capacités intrinsèques qui sont bien au-delà de ce qu'on imagine au quotidien. Voilà, sortir du mode chochotte. Ouais, c'est ça, sortir du mode chochotte.
Et Thibaut, parle-nous un petit peu de ton expérience toi avec les bains froids. Alors moi j'ai eu la chance il y a 4 ans que mon coloc s'inscrive au programme de Wim Hof. Et donc je l'ai accompagné et c'est vrai que je voulais en parler justement parce que c'est vrai qu'on parle de progressivité, qu'est-ce que c'est concrètement? Au début ça veut dire pendant une semaine on va faire 30 secondes d'eau froide à la fin de sa douche. Ouais. On n'a pas tous des rivières non plus froides à proximité. Donc c'est vraiment quelque chose que que tout le monde peut faire parce qu'on se douche tous les jours. Et 30 secondes à la fin de sa douche, c'est déjà une exposition à l'eau froide quotidienne, facile, accessible à tous. Et après, c'est selon chacun, selon son expérience, d'augmenter, peut-être après la semaine d'après 1 minute. Puis après 1 minute au début, 1 minute à la fin. Après, je crois que c'était au niveau de la semaine 7, il commence seulement à nous dire faites une seule douche de 10 minutes. Là, c'est quand même, commence à être challengeant. Ouais. Et c'est ensuite, semaine 8, semaine 9, c'est un programme en 10 semaines qu'il nous parle de bain avec des glaçons dedans. Et là, moi je me souviens que quand j'avais poussé le truc, j'arrivais à rester 10-12 minutes dans un bain très froid. Et ce qui est passionnant, c'est que moi j'alternais, j'avais un jour où j'allais courir et un jour où je prenais un bain froid. Bien, si j'avais des courbatures de mon activité physique et d'habitude, je ne faisais pas de sport pendant une journée. Par contre, je prenais un bain froid de 10 minutes et ça m'est arrivé l'après-midi de devoir faire des siestes comme si j'avais fait 2 heures de sport alors que je me suis baigné 10 minutes. Ça brûle des calories incroyables et voilà, donc ça c'est assez intéressant. Enfin, moi j'aime bien tester les limites, etc. Et en tout cas j'ai gardé cette pratique parce que je la sens effectivement comme Damien. J'ai une difficulté à mesurer les bienfaits, mais je sais qu'ils sont là, je le sens. C'est subtil, mais voilà, ça rend solide en fait, j'ai l'impression. Hormis ce que vous pouvez dire sur la progressivité du froid et le fait de un petit peu chanter le mental quand tu es dans l'eau, il y a cette notion aussi de plaisir qui vient plus on en fait. C'est-à-dire que plus on en fait, plus, oui, on pense aux bénéfices qu'il y aura après, mais plus notre corps en fait nous le demande. C'est pas on pense, c'est pas que du mental, c'est on le ressent au niveau de tout le corps. On se dit ah ouais là, j'ai envie de cette exposition au froid pour après ressentir l'apaisement, le calme, le bien-être et cette vague de chaud aussi qui va revenir après le bain froid. Et moi j'ai une question pour vous deux, parce que on en parle tous les deux, cette notion de s'immerger jusqu'au cou. Pourquoi? Est-ce que vous sauriez m'expliquer un petit peu ça? Alors, et quelle différence vous avez pu noter si vous vous émergez jusqu'au cou ou pas? La théorie, c'est qu'on a là derrière les épaules des capteurs thermiques qui apparemment déclenchent la fabrication de graisse brune. Alors je vais te laisser toi expliquer la nuance entre graisse blanche et graisse brune parce que là on rentre dans des considérations métaboliques. Alors sans aller dans le détail en profondeur, on a 2 types de graisses, blanches et les graisses brunes. Les graisses brunes, c'est les graisses qu'on a étant nouveau-né et qui tendent à disparaître au fur et à mesure pour être remplacées par des graisses dites blanches. Et ces graisses blanches, en fait, elles sont pleines d'adipocytes, donc pleines de gras. Elles ont peu de mitochondries. Les mitochondries, c'est un organisme qui permet la respiration cellulaire. Donc c'est de générer de l'énergie tout simplement. Et dans les graisses brunes, c'est une graisse qui brûle de la graisse plutôt que le stockage en elle-même et qui a beaucoup plus de mitochondries, donc qui génère beaucoup plus d'énergie cellulaire. La mitochondrie, moi je la voyais un peu comme la centrale nucléaire miniature du corps et effectivement, tu as fait le test, on en a déjà parlé pendant un bain d'ailleurs. Quand on s'immerge sans avoir ces capteurs sous le niveau de l'eau, je trouve qu'on n'a pas du tout la même sensation. Il y a une espèce de cap qui est franchi quand on a les épaules vraiment immergées, où je ressens moi une espèce de bascule de mon métabolisme. Je sens que je passe dans un autre mode. C'est plus rapide en fait peut-être que s'ils ne sont pas immergés en fait, c'est ça l'idée. Et il me semble que justement ces ça va directement en mode je chauffe parce que je suis au froid, parce que je le comprends direct. Quoi. Comme si l'immersion d'autres parties du corps pouvait générer un froid intense, mais un froid un peu subi, on va dire. Et comme si à l'inverse, quand vraiment le tronc et les épaules sont immergés, le corps recevait l'information que là, il fallait gérer la situation différemment. Plus rapidement, plus directement, ça focalise un peu l'action de réchauffement interne. Je veux rebondir sur ce que tu nous disais tout à l'heure par rapport au fait que plus on le fait,
plus c'est facile. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, moi aussi, je pense qu'il faut préciser aussi qu'il faut s'écouter. Et il y a des jours où si je suis fatigué, eh ben, je vais prendre juste une douche chaude et je vais pas me baigner et ça sera très bien. Et ça va être le Il kiff. faut pas, il y a une question ouais. d'être en forme aussi pour pratiquer sûr. de l'hormèse. Bien Que sûr. quelqu'un qui est fatigué et qui est malade, ça va pas être le bon moment. Ouais. Il faut savoir aussi s'écouter. Ouais. Et, Après, il n'y a pas forcément cette notion de froid-froid. C'est-à-dire que pour commencer, on peut commencer avec du froid qui est froid pour nous, mais qui peut être un tiède en fait finalement, et qui est le froid acceptable. On ne doit pas aller dans l'excès, c'est ce que tu disais. Donc peut-être le jour où on est fatigué, ben, soit on fait une douche tiède ou chaude effectivement. Après les deux n'ont pas forcément le même objectif. Tu peux te faire une douche chaude et une douche froide dans la même journée. La douche froide, ce sera plutôt dans la journée, quoique certaines fois tu peux le faire le soir parce que ça te calme vachement. Ça fait du bien, ouais. Mais si tu es plutôt d'un tempérament stressé par ta journée de travail par exemple, ou complètement épuisé, là tu vas te prendre du chaud et le chaud va détendre tous tes muscles. Et donc là tu vas vraiment générer un calme. Et donc le système immunitaire, ça me fait rebondir sur le côté stress justement. Quand on est stressé, on va affaiblir énormément le système immunitaire. Donc tout ce qui est fait pour se détendre, les respirations type cohérence cardiaque par exemple, d'aller se faire masser, d'aller faire une balade en pleine nature, tout ce qui peut générer de l'apaisement va être bénéfique pour le système immunitaire. Et on parlait aussi de pensée positive. Et ça aussi c'est extrêmement important, la pensée positive. Parce qu'il y a de nombreuses études qui montrent que par exemple des émotions de frustration et de colère vont impacter le système immunitaire. Et c'est mesurable, c'est-à-dire qu'on est capable de mesurer le taux d'immunoglobuline qui varie en fonction des émotions. et de peur aussi du coup également. Et de peur. Mais c'est lié. Et à l'inverse, la notion de gratitude et de compassion va faire considérablement augmenter le taux d'immunoglobuline, mais c'est pas juste ponctuel et dans le temps très raccourci. Tout ça, c'est long dans le temps, c'est-à-dire que c'est applicable sur 5 à 6 heures après l'émotion même. 5 minutes d'impact à une émotion va générer une résonance sur 5 à 6 heures derrière. Donc en fait, on a le choix, soit on rentre dans un cercle vertueux où on est dans la confiance, la pensée positive et on améliore notre système immunitaire et donc on a encore moins de chances d'attraper des maladies ou d'avoir des systèmes de santé, ou on est dans la colère, la peur, le ressentiment et on en fragilise notre système immunitaire, donc on a plus de chances de tomber malade. Oui, bah sans doute. Quelque part. C'est peut-être un peu manichéen, mais ça résume bien la dualité de la vie humaine. Ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup rigolé avec Florian Gommet, que tu connais, avec qui j'ai fait le film La Marche sans fin, parce que lui aussi m'a beaucoup stimulé au début de cette découverte des bains froids, et il avait déjà des années d'expérience derrière lui. Et on allait se baigner ensemble et on rentrait dans les rivières froides ou dans les lacs froids. Et Florian, il avait toujours ce sourire et il était là et il me disait « Merci, merci mon ami le froid, merci !» Tu vois ? Et ça, c'est une belle leçon. Au-delà de l'hygiénisme, il y a une vraie leçon de philosophie en fait. Tu vas pas aborder ton bain froid de la même façon si tu te dis ah ça me fait chier entre guillemets d'aller dans le froid ou allez je vais me renforcer, trop cool quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'état d'esprit avec lequel tu abordes les pratiques ou les épreuves. Ouais. Donc on a vu l'alimentation, on a vu le froid. L'alimentation, moi, ton t-shirt me fait penser que j'aimerais un peu plus en parler. Ok, ça marche. Il fait toujours beaucoup d'effets le t-shirt de Thibaut. Hein. Donc tu as plein de fruits sur ton t-shirt. Et c'est vrai que l'alimentation, pour moi, c'est un des piliers sur lesquels on peut agir très facilement. Parce qu'on parle de bain froid, c'est vrai que tu nous disais tout le monde n'a pas l'occasion d'aller dans des rivières. Oui, tout le monde a une douche, mais tout le monde peut aussi être acteur de sa santé et pour la planète aussi, hein, en fonction de ce qu'il va mettre dans son panier et de ce qu'il va mettre dans son corps après. Donc on a parlé d'une alimentation végétale en majorité, vivante en majorité et donc vitalisante. Mais je sais qu'on a un peu le même avis, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être à 100% hyper rigoureux avec zéro intrant néfaste, être 100% cru, être 100% végétal ou autre. C'est pas le but. L'idée, c'est d'avoir une majorité.
Et d'ailleurs, quand j'avais écrit mon livre l'année dernière, j'avais fait une petite interview des personnes qui avaient transitionné vers l'alimentation vivante, donc avec beaucoup de crues, et quelle avait été finalement cette part de crues dans l'alimentation qui leur avait permis de passer de la maladie à la santé. Et moi je me disais dans ma tête, oh bah oui ça va être 80, 90 voire 100, et en fait mais pas du tout. La majorité ils étaient à 60% globalement. Mais 60% c'est déjà bien plus que la majorité des personnes qui ont un bout de tomate et une feuille de salade dans le coin de l'assiette qui traînent. Donc déjà se dire je mets plus de vivant plutôt que de se dire je supprime ça, c'est déjà hyper positif. Donc on va inclure plus de fruits, on va inclure peut-être des jus de légumes pour avoir un boost de minéraux. Il y a les fruits, et on parlait donc des vitamines importantes pour le système immunitaire. Toi tu as fait le lien avec la vitamine C. La vitamine C c'est extrêmement important, c'est antioxydant, donc ça va aider à lutter contre les stress des toxines ou des micro-organismes qui vont venir finalement générer un stress oxydatif à l'intérieur de l'organisme. Mais on a aussi la vitamine D, et la vitamine D on peut l'acquérir par l'exposition au soleil. Et on a tous les minéraux qui vont être importants, le fer, le calcium, le magnésium, le sélénium. Et tout cela, en fait, on se dit « Ah mais non, c'est juste des minéraux comme ça, oui, il faut qu'on en ait dans l'alimentation. » Mais en fait, toutes les vitamines et tous les minéraux agissent ensemble dans chacune des réactions de notre organisme. Donc en fait, il faut qu'on ait de tout, vitamines et minéraux. Et ces vitamines et ces minéraux, donc qui sont ces nutriments, on ne les a pas dans les aliments dévitalisés et autres. Donc il faut du végétal. Il faut du cru aussi pour avoir cette vitalité du vivant. Mais on n'est pas obligé d'être à 100% tout le temps. Donc se dire je fais au mieux, j'inclus plus de cru et plus de végétal, et dès là je verrai des bienfaits. Après clairement si on a une grave pathologie, là il faudra peut-être avoir plus de vivant que monsieur et madame tout le monde comme nous. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport au changement alimentaire, de l'aborder de façon positive, c'est-à-dire de ne pas aborder ça de manière à dire je me prive de ci, je me prive de ça et c'est dur et je fais des efforts, mais juste ajouter simplement des fruits, des légumes crus en plus, et après ça prend une place plus importante, mais en facilité, sans se forcer. Voilà. Exactement. Et on dit justement des fois qu'il vaut mieux manger des burgers entre amis, être détendu, que de manger sa petite salade de graines germées tout seul, très stressé. Parce qu'au final, quel qu'il soit le stress, une émotion négative, ça fait qu'on est sur le système de stress, donc de survie, et digérer, c'est pas l'objectif pour le système de survie. Okay. Donc du coup, on va forcément mal digérer. Super, alors on a abordé l'alimentation, on a l'exposition au froid et au chaud aussi, hein, ça fonctionne même si on ne l'a pas développé. Le mode de vie non stressant et la pensée positive. Je voulais qu'on aborde le brossage de la peau parce que je pratique énormément, j'adore ça. Je trouve ça facile et plaisant. Donc voilà, est-ce que tu peux nous dire peut-être un peu en théorie et puis un peu votre témoignage dans la pratique aussi de Damien? Alors le brossage à sec, ça se fait donc c'est une brosse à sec, donc non mouillée. On va se brosser par des mouvements circulaires en commençant par les extrémités, donc ça peut être les bras ou les jambes, et on fera le tronc en dernier. On se brosse partout. Ça va à la fois activer la microcirculation au niveau de la peau, donc favoriser beaucoup de réactions métaboliques qui sont bénéfiques. Ça va enlever la couche cornée, donc la couche superficielle de cellules mortes, et donc permettre à la peau d'être plus aérée. La peau elle est poreuse, donc ça nous permet de bien la nourrir, mais ça permet aussi au corps d'éliminer. C'est un organe d'élimination. Donc, un émonctoire. Un émonctoire. Je connais deux mots. Hein. Donc plus elle est libre et plus elle est aérée, plus on va pouvoir éliminer au niveau de la peau. Et le brossage à sec permet aussi d'activer la lymphe, cette fameuse lymphe dont on parle peu, mais qui est très importante par rapport par exemple au ratio entre le système sanguin et le système lymphatique. C'est des réseaux qui sont quasiment parallèles. Le système sanguin, on a à peu près 5 litres de sang dans le corps. Le système lymphatique, c'est à peu près 9 litres. On en parle très peu et pourtant, il est très important. Alors, la circulation ne se fait pas à la même vitesse. Par exemple, un tour complet de l'organisme par le sang, ça se fait plusieurs fois par minute, alors que la lymphe, c'est un tour en 24 heures. Donc, c'est très lent. Et plus c'est ralenti, plus ça va stocker, plus ça va
comment dire, s'obstruer. s'obstruer, voilà. Et donc il faut activer cette lymphe aussi, et il y a plusieurs façons de le faire. Donc le sport, ça peut être une façon, mais le brossage à sec, c'est une façon d'activer sa lymphe et donc de contribuer au bon fonctionnement du système immunitaire, puisque, on l'a dit tout à l'heure, ganglions lymphatiques et nodules lymphatiques, c'est des zones du système immunitaire, voilà, des acteurs du système immunitaire. Donc le brossage à sec, nous on adore. On le fait. Et ça fait la peau douce. Les premières fois que je me suis brossé, j'avais l'impression de mettre en branle une circulation à l'intérieur de ma peau. Je ne savais pas ce qui se passait. Et la chaleur du corps montait. Et c'est devenu en parlant de une chaleur, habitude quotidienne. Oui, bah oui. tu peux te brosser avant d'aller dans ton bain froid. Bah, je me brosse avant de prendre ma douche froide, oui. Bien sûr. On va conclure ici. Donc je vous invite tous à vous procurer la Bible de la naturopathie de Sarah, parce que c'est magnifique, c'est un super bouquin. Et également à vous rendre sur le site de Damien pour aller voir La Marche sans fin. Tu peux nous en dire deux mots, le pitch? Le pitch de la marche sans fin, c'est une expérience hygiéniste réalisée par Florian Gomet. 360 km de marche dans le Grand Nord canadien et absolument aucune alimentation pour expérimenter le jeûne dans sa version la plus wild possible. Projet autour duquel j'ai construit une enquête sur le jeûne auprès des experts en France et en Allemagne. Voilà, un film aventure et hygiénisme en même temps. Et d'ailleurs, le jeûne, on l'a complètement omis. Le jeûne, on n'en a pas parlé. Peut-être on fera une autre vidéo. Voilà. Non, juste pour dire qu'on parle d'alimentation, mais le jeûne, finalement, la non-alimentation renforce énormément le système immunitaire. Tout simplement. Voilà. Merci Thibaut. Merci Thibaut. Merci à vous en tout cas. Et puis voilà, vous aurez les liens des réseaux de Sarah et Damien dans le descriptif de la vidéo. Merci encore et à bientôt. Et surtout, soyez heureux. Voilà. Voilà. Soyez heureux, ça c'est pas négociable.